Le 12 mars 1938 débute l'invasion la plus insolite de l'histoire. Les chars allemands traversent la frontière autrichienne. Ils sont salués par des civils souriants qui accueillent le Führer allemand Adolf Hitler comme un héros. Le compte à rebours de la Seconde Guerre mondiale a commencé. Au cours des 18 mois qui vont suivre, Hitler va prendre des décisions et mener des actions qui entraîneront le monde dans une guerre sanglante. Sans lui, il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale, pas d'Holocauste, pas de massacre insensé de millions de personnes. Pour comprendre comment cela a été possible, nous devons comprendre qui est Hitler. Cette série relate l'histoire de ces 18 mois, du 12 mars 1938 au 3 septembre 1939, à travers les yeux d'Hitler lui-même. Un tyran et un manipulateur hors pair qui a plongé le monde dans l'abîme. Nous sommes le 19 mars 1939. Hitler a envahi la Tchécoslovaquie dans un acte d'agression manifeste. Pendant ce temps, en Allemagne, les nazis poursuivent les Juifs. Le monde prend soudain la mesure de la menace. Mais Hitler ne compte pas s'arrêter là. La guerre n'a jamais été aussi proche. Quatre jours après son invasion éclair de la Tchécoslovaquie, Hitler est de retour à Berlin. Il est accueilli en héros lors d'une gigantesque parade. Hitler est conduit à la nouvelle chancellerie du Reich à travers l'avenue Unter den Linden, entièrement parée de lumière. Un feu d'artifice illumine le ciel. Il y a une foule immense. Le Führer a réussi un coup de maître en s'emparant de la Tchécoslovaquie sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Hitler apparaît sur le balcon sous les acclamations de la foule. Comme à son habitude, il fait le salut hitlérien, un geste dont il a une maîtrise parfaite. En fait, il passe du temps tous les matins à faire des exercices d'extension pour développer les muscles de son bras et pouvoir faire ça. Il est prêt à tout pour impressionner. Mais malgré ces célébrations berlinoises, la plupart des Allemands ne sont pas heureux de cette occupation tchécoslovaque. La question qui revient est, où tout ça va-t-il nous mener? Était-ce vraiment nécessaire? Ces prises de risque d'Hitler peuvent mener à une guerre mondiale, et ça ne plaît pas à tout le monde. Mais les Allemands qui désapprouvent les actions d'Hitler ont bien trop peur pour s'exprimer. Depuis 1933, le régime nazi s'est immiscé dans la vie des Allemands, au quotidien et dans tous les domaines. Hitler a créé les jeunesses hitlériennes et la Ligue des jeunes filles allemandes. Des organisations qui endoctrinent efficacement les enfants et les présentent comme l'avenir de l'Allemagne. Adolf Hitler oblige l'armée allemande à lui prêter allégeance. Il contraint les juges à lui prêter allégeance.
Hitler crée également deux forces secrètes. La Gestapo, une police secrète, et les SS, une brigade spéciale. Elle contrôle tous les aspects de la vie dans l'Allemagne nazie. Il a aussi fait de l'Allemagne un pays inhospitalier, invivable pour tous les groupes qu'il considère comme opposés au régime allemand, tels que les Juifs, les homosexuels, les Gitans, à peu près tous ceux qu'il considère comme différents. En gros, tous les aspects de la vie des gens sont sous contrôle. Aujourd'hui, alors qu'il se tient sur le balcon de la nouvelle chancellerie du Reich, Hitler est le leader incontesté d'un État policier à parti unique, un dictateur qui croit pouvoir obtenir tout ce qu'il veut. Devenu un danger pour l'Allemagne et pour le monde. Moins d'une semaine plus tard, Hitler retrouve ses chefs militaires à la chancellerie. Après s'être emparé de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, il a maintenant les yeux rivés sur un tout autre butin. Les objectifs initiaux d'Hitler en ce qui concerne la Pologne sont Danzig et le corridor de Danzig. Ce sont des territoires que l'Allemagne a été forcée d'abandonner à la fin de la Première Guerre mondiale. Il veut non seulement récupérer la ville de Danzig et son couloir, mais il veut aussi faire de la Pologne un autre État satellite allemand. C'est un grand pays qui lui semble propice à être repeuplé d'Allemands, un peuple qui ne cesse de s'accroître. Il veut conduire l'Allemagne aux portes de l'Union soviétique, destination ultime des colons allemands. Hitler décide d'utiliser la même stratégie qui a fait ses preuves en Autriche et en Tchécoslovaquie. Il pense que les mêmes techniques, les brimades, les intimidations, etc., vont de nouveau fonctionner. Mais le gouvernement polonais a compris le manège d'Hitler et il rejette ses avances. Les Polonais informent les Britanniques de ce qui se passe. À Londres, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain a vent des tentatives d'intimidation du Führer à l'égard de la Pologne. Chamberlain change de technique et tient tête publiquement à Hitler. Chamberlain dit « Nous nous portons garant de la souveraineté de la Pologne. Si l'Allemagne l'envahit et met la main sur le couloir de Danzig, nous entrerons en guerre. Et la France en fait de même. » De retour à Berlin, Hitler est furieux. Il est à la nouvelle chancellerie du Reich. Il est foudrage. Il cogne avec le poing sur une table en marbre. Et là, il dit cette phrase « Je vais leur concocter une boisson de mon cru ». Mais il en vient rapidement à penser que ce ne sont que des mots de la part de Chamberlain et que les Britanniques ne sont pas fous au point de risquer leur empire pour la Pologne. Hitler ne croit tout simplement pas ce que les Britanniques et les Français lui disent. Il est convaincu que les Alliés n'entreront pas en guerre pour défendre la Pologne et il est prêt à tout risquer pour le prouver. Le 3 avril 1939, Hitler est en vacances à bord du Robert Ley, un bateau de croisière qui effectue son voyage inaugural. Le Robert Ley appartient à la Force par la joie, l'organisation de loisirs nazis qui programme des vacances bon marché pour les Allemands, des voyages subventionnés, des sorties au théâtre et au cinéma. Le but était d'endoctriner la population. Pas seulement pendant la journée quand elle travaille, mais aussi de contrôler son temps libre.
Hitler profite de ces quelques jours en mer, se mêlant aux vacanciers en mal de notoriété. Mais Hitler n'est jamais vraiment en vacances. Pendant que l'équipage navigue, il est occupé à préparer son prochain coup. Il donne l'ordre au commandant militaire de se préparer pour le Fallweiss, le nom de code de l'invasion de la Pologne. Hitler est déterminé à envahir la Pologne et peu en importe le prix. Mais avant cela, Hitler doit faire une chose importante. Le 20 avril est un grand jour pour l'Allemagne. C'est le 50e anniversaire du Führer. Il y a un grand défilé à Berlin, une démonstration magistrale de la puissance militaire allemande. Hitler se tient là, la mâchoire serrée, tel un nouveau César. Certains diplomates étrangers présents se sont même demandé si ce n'étaient pas les mêmes chars qui repassaient plusieurs fois, pour donner l'impression qu'ils en avaient beaucoup. Hitler saisit l'occasion de son anniversaire pour afficher à la face du monde la puissance militaire de l'Allemagne. Pour la plupart des Européens qui ne se souviennent que trop bien de la Première Guerre mondiale, tous ces bruits de bottes, c'est clairement une escalade. C'est vraiment intimidant. C'est très perturbant d'en être témoin. Les célébrations se poursuivent. Il reçoit un certain nombre de cadeaux très importants, dont notamment des lettres de Frédéric le Grand, un de ses grands héros. Il reçoit également la maquette de l'Arche triomphale, qui est une représentation du nouveau Berlin, de la nouvelle Allemagne qui va renaître de ses cendres. Hitler a décidé que sa 50e année serait mémorable. Une semaine plus tard, Hitler est à l'Opéra Kroll de Berlin où il prononce un discours devant le Parlement allemand. Il intensifie ses attaques verbales. Il fait deux grandes annonces. D'abord, que le traité de non-agression avec la Pologne est nul et non avenu. Puis il déchire l'accord naval anglo-allemand qui, jusqu'à présent, avait empêché une course à l'armement entre les deux nations. Ce qu'il veut montrer, c'est qu'il va faire tomber la Pologne, par la force si nécessaire, mais aussi qu'il n'a pas peur d'affronter les Britanniques. Jusqu'à présent, Hitler a agi avec prudence en public. Il a pris soin de ne pas provoquer la Grande-Bretagne et la France. Maintenant, il ne veut plus perdre de temps. Et sa motivation est d'ordre strictement personnel. Pendant des années, il a cru qu'il n'avait plus longtemps à vivre. La peur d'Hitler de mourir jeune commence alors qu'il n'a que 18 ans. En 1907, sa mère Clara tombe malade. On lui diagnostique un cancer du sein. Il rentre de Vienne pour la soigner et il fait preuve d'une grande compassion à son égard. Elle est opérée et semble se rétablir, mais son état s'aggrave de nouveau. Hitler est à son chevet presque tous les jours. Il est complètement dévoué à sa mère. On peut dire que Clara Hitler est la seule personne qu'Adolf Hitler ait jamais vraiment aimée. Clara succombe finalement à la maladie à l'âge de 47 ans. Adolf est inconsolable. Mais la mort de sa mère lui cause plus qu'un simple chagrin d'amour. Elle le marque à jamais. D'une certaine manière, cela a joué sur le psychisme d'Hitler. Toute sa vie, il a pensé que lui aussi pourrait mourir jeune. Il devient hypocondriaque. Il s'inquiète du moindre mal. Il a des petites crampes d'estomac. Il est très tendu, stressé et nerveux à propos de sa santé.
La peur d'Hitler de mourir jeune va le pousser à vouloir atteindre ses objectifs le plus rapidement possible. Deux semaines après les célébrations de son anniversaire, Hitler se rend au Berghof dans les Alpes bavaroises pour élaborer la suite de son plan. Il fait des hypothèses, il réfléchit. C'est une décision importante d'aller en Pologne. L'enjeu n'a jamais été aussi important. Prend-il la bonne décision? Que se passera-t-il si la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre? Est-il assez fort pour les affronter? Et le Berghof est le meilleur endroit pour se concentrer. Mais pour tous, Hitler est en vacances, loin des tracas du pouvoir. Il passe plus de temps au Berghof qu'à Berlin. C'est très étrange. C'est comme si le Premier ministre britannique passait son temps dans la région des lacs. Alors qu'il envisage une action politique décisive, Hitler n'est pas rejoint par ses ministres, mais par sa compagne de longue date, Eva Braun. Eva Braun est une femme naïve et innocente. Elle est jeune, blonde, d'apparence aryenne, belle. Elle est assistante photographe quand Hitler la rencontre pour la première fois. La relation entre Hitler et Eva Braun est très curieuse. Ils ont peu de choses en commun. Elle ne s'intéresse pas à la politique, elle n'est pas membre du parti nazi. Elle s'intéresse à la gymnastique et à la photo. Elle s'intéresse au cinéma, ce genre de choses. Malgré leur longue relation, Eva Braun voyage toujours séparément, séjourne dans des hôtels différents et est tenue à l'écart des fonctions officielles. Hitler veille à ce que leur relation reste secrète pour le peuple allemand. Il aime l'idée d'être marié au peuple allemand. C'est pourquoi il n'a pas d'enfants. C'est pourquoi il ne s'est jamais marié. C'est sa mission, son rôle de parent. Il est le père de l'Allemagne nazie. Deux jours après son arrivée au Berghof, Hitler est rejoint par un groupe d'amis fidèles. Des amis qui le soutiennent sans réserve. On commence à assister à une sorte de distorsion de la réalité, parce qu'Hitler ne s'entoure que de lèche-bottes. Et il devient difficile pour quiconque de lui parler, et encore plus de critiquer ses plans. Il se lève tard, il est assez capricieux. Il se compare à de grands leaders, comme Napoléon et Bismarck. Il est clairement en train de devenir un nazi mégalomane, qui ne veut pas s'écarter de ce qu'il croit être sa destinée. Déterminé à poursuivre son dessein, Hitler prépare soigneusement l'invasion de la Pologne. Hitler est conscient qu'il a besoin d'alliés. Il s'en prend de plus en plus à la Grande-Bretagne, à la France et même aux États-Unis. Il est donc important qu'il ait des alliés en Europe. Hitler se tourne donc vers le seul pays européen qui l'a toujours soutenu, l'Italie et son leader Mussolini. Deux semaines plus tard, Hitler est dans la grande salle de réception de la nouvelle chancellerie du Reich pour assister à la signature d'un pacte d'alliance militaire entre l'Allemagne et l'Italie, le pacte d'acier. Le Japon en fait aussi partie. Par ce pacte d'acier, les deux pays s'engagent à se battre côte à côte en cas de guerre. Hitler vient de réussir un grand coup diplomatique en s'assurant une alliance militaire clé en Europe. Maintenant, il peut intensifier ses préparatifs de guerre.
Le lendemain à la première heure, Hitler convoque ses chefs militaires dans son bureau pour une réunion secrète. Il a d'importantes nouvelles à leur annoncer. Hitler joue carte sur table et leur dit sans détour qu'une guerre va avoir lieu à l'Est. Il leur dit qu'il va attaquer la Pologne au moment qu'il jugera opportun et que cela déclenchera une guerre et que cette guerre pourrait durer longtemps, jusqu'à 10 ans, dit-il. Hitler dit également à ses généraux qu'à un moment ou à un autre, la guerre avec la Grande-Bretagne et la France sera inévitable. Mais il veut retarder cette guerre avec l'Ouest jusqu'à la fin du réarmement complet de l'Allemagne prévu en 1943. Le briefing d'Hitler ce jour-là marque un tournant majeur. À l'évidence, ses plans de guerre s'étendent bien au-delà des frontières de la Pologne. C'est à partir de ce moment-là qu'Hitler pense qu'une guerre mondiale est inévitable. Hitler a enclenché le mécanisme, mais peut-on encore arrêter l'engrenage ? Alors qu'il poursuit ses préparatifs de guerre en secret, Hitler assure au monde entier qu'il ne se passe rien. Le 7 juin, il entreprend une série de voyages officiels à travers l'Allemagne. Hitler visite l'usine Volkswagen de Fallersleben. Il aime les voitures. Il a même participé à la conception de la coccinelle. De là, Hitler se rend à Vienne, où il assiste à l'opéra de Richard Strauss, Jour de paix, ce qui est assez ironique compte tenu de la situation. Il retourne dans sa ville natale et visite la maison de son père et son ancienne école. Puis Hitler se rend à Munich, où il visite une exposition d'art allemand, qu'il déclare pure et conforme à l'idéologie nazie. C'est Adolf Hitler, le leader du Troisième Reich, qui est mis en avant ici, et non Adolf Hitler, le belliciste, qui s'apprête à plonger le monde dans un deuxième conflit mondial. Pour le public, la vie continue. Mais en privé, les préparatifs de guerre d'Hitler s'accélèrent. Hitler retourne au Berghof et annonce à ses généraux que l'invasion de la Pologne commencera le 26 août, soit une quinzaine de jours plus tard. Hitler est d'humeur confiante. Et cela est dû à un événement inattendu. Tout au long de l'été, ses ministres ont secrètement négocié un accord avec le plus improbable des alliés, Joseph Staline, le dirigeant de l'Union soviétique. C'est très surprenant, étant donné que l'Union soviétique est considérée comme une ennemie de l'idéologie nazie. Le principal ennemi idéologique d'Hitler est le bolchevisme. Pour lui, ils sont l'antéchrist. Les marxistes et les communistes sont pour lui de grands ennemis. Il les considère comme les juifs. Et dans son esprit, il y aura forcément un règlement de compte entre l'URSS et l'Allemagne à un moment donné. Alors pourquoi passerait-il un accord avec eux à ce stade? En fait, c'est Staline qui a tendu la main en premier. Staline est paranoïaque. Et sa paranoïa l'a convaincu que les Britanniques et les Français tentent de déclencher une guerre entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Staline est terriblement inquiet, car l'Union soviétique n'est pas prête à faire face à un assaut des nazis. Il est donc désireux de conclure un accord avec Hitler pour gagner du temps. De son côté, Hitler voit dans cette alliance avec la Russie une opportunité qui facilitera son invasion de la Pologne. Il peut soit envahir la Pologne et risquer de déclencher une riposte franco-britannique, soit isoler la Pologne grâce à cette alliance avec l'Union soviétique.
Hitler pense qu'avec la Russie aux côtés de l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France n'oseront pas intervenir. La Pologne sera ainsi livrée à elle-même. Alors qu'il ne reste que 6 jours avant la date prévue de l'invasion de la Pologne, Hitler n'a toujours pas conclu d'accord avec Staline. Un accord qui, selon lui, empêchera les Britanniques et les Français de venir au secours de la Pologne. Il prend donc une décision inhabituelle. Hitler envoie à Staline un télégramme personnel où il expose toutes les raisons pour lesquelles cet accord va être bon, non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour l'URSS. Que va-t-il se passer ensuite? Hitler attend. Les minutes se transforment en heures et il n'y a toujours pas de réponse. La tension est très forte au Berghof. 28 heures passent et toujours pas de nouvelles. Au dîner, Hitler est plus agité que d'habitude. Puis enfin, un domestique apporte un courrier. Il apprend que Staline est prêt à signer un pacte. À ce moment-là, il tape du poing sur la table et dit « On les tient ». C'est un moment d'euphorie absolue pour Hitler. Hitler est fou de joie. Il pense que son accord avec Staline va neutraliser les Britanniques et les Français et lui laisser le champ libre pour envahir la Pologne. Mais sa joie est de courte durée. La nouvelle du pacte d'Hitler avec Staline se répand rapidement. Le reste du monde est absolument horrifié par cette nouvelle. Bien sûr, la tension monte. On est maintenant conscient que la guerre ne peut être évitée. Hitler a très mal évalué la situation. Malgré son accord avec la Russie, la Grande-Bretagne est toujours déterminée à l'arrêter. Neville Anderson, l'ambassadeur britannique en Allemagne, se rend au Berghof pour parler à Hitler. Neville Anderson est un diplomate britannique de son époque, le stéréotype du gentleman anglais, typique de sa classe et de sa génération. Neville Anderson délivre ce message de Chamberlain. Si vous allez en Pologne, nous honorerons nos obligations envers celle-ci. Ce ne sera pas comme pour la Tchécoslovaquie, cette fois-ci, ce sera la guerre. Hitler ne s'y attend pas. Il pensait que la Grande-Bretagne poursuivrait sa politique d'apaisement. Hitler est furieux. Il se met dans une colère noire et affirme que c'est la Grande-Bretagne qui essaie d'anéantir l'Allemagne. Une affirmation totalement absurde. Il dit qu'il est prêt, s'il le faut, à faire la guerre, qu'il préfère la faire maintenant que dans 5 ou 10 ans. Hitler est hors de lui, et Anderson, qui ne parvient pas à le raisonner, se retire. Mais dès le départ d'Anderson, l'humeur d'Hitler change immédiatement. Hitler se tape sur la cuisse et s'exclame « J'ai réussi ». Il croit que le cabinet britannique va tomber et que Chamberlain va reculer face à la détermination d'Hitler à envahir la Pologne. Et là, il se trompe. Chamberlain ne recule pas. Il réaffirme que la Grande-Bretagne défendra la Pologne. Hitler commence à douter. Il n'est plus aussi convaincu que la Grande-Bretagne n'interviendra jamais dans ce conflit. Peut-être, ce n'est pas sûr, mais peut-être qu'il a tort. À 2 jours de la date prévue de l'invasion, Hitler retourne à Berlin. Mais il n'est pas fêté comme à l'accoutumée.
Hitler remarque l'absence des foules enthousiastes. Il est clair pour lui que le peuple allemand ne veut pas d'une autre guerre. Le doute s'insinue un peu plus dans l'esprit d'Hitler. Le vendredi 25 août 1939, Hitler prévoit toujours d'envahir la Pologne le lendemain à l'aube. Mais dans une ultime tentative pour rallier les Britanniques à sa cause, il invite Neville Anderson à la chancellerie du Nouveau Reich. Il est d'une humeur très différente de celle de leur dernière rencontre. Hitler a réalisé qu'il a peut-être dépassé les bornes au Berghof. Et il essaie de jouer carte sur table en proposant une solution au problème. Il dit à Anderson qu'il n'a aucun problème avec la Grande-Bretagne ou l'Empire britannique. En fait, il voudrait même garantir à l'Empire britannique qu'en cas de besoin, les troupes allemandes se battraient à leur côté, notamment en Inde. Mais tout cela, bien sûr, à condition que la question polonaise soit réglée en faveur de l'Allemagne. C'est une tentative assez grossière de diviser les Britanniques et de les éloigner aussi des Français. Hitler renvoie Anderson à Londres. Il met même un avion à sa disposition pour s'assurer qu'il y sera plus rapidement. Mais l'offre d'Hitler est balayée d'un revers de la main. Dès qu'Henderson quitte la chancellerie, Hitler donne l'ordre d'attaquer la Pologne le lendemain matin à l'aube. Malgré les assurances données à Anderson, Hitler est décidé à faire la guerre. Mais ses plans sont contrariés. À 17h30, l'ambassadeur de France rencontre Hitler pour lui annoncer que les Français se battront également si la Pologne est attaquée. Puis, des nouvelles arrivent de Grande-Bretagne. Les Britanniques ont signé une alliance militaire officielle avec la Pologne. Hitler est stupéfait. Il pensait que les Britanniques bluffaient. Puis, des nouvelles arrivent de Mussolini, sur lequel Hitler comptait en cas de conflit militaire. Mussolini a décidé qu'il n'avait pas les ressources suffisantes pour entrer en guerre et que si un conflit éclatait à cause de la Pologne, l'Italie resterait neutre. Hitler est effondré. En 1 heure, il a perdu un allié sur lequel il comptait et gagné 2 adversaires dont il était convaincu qu'ils resteraient à l'écart. L'invasion de la Pologne par Hitler semble désormais plus risquée que jamais. Est-il prêt à tout miser au risque de tout perdre ? Lorsque Hitler apprend que la Grande-Bretagne et la France ont fait alliance avec les Polonais et que Mussolini n'entrera pas en guerre à ses côtés, il stoppe l'invasion de la Pologne. L'atmosphère est fébrile à la chancellerie du Reich. Tout est bouleversé par cette décision d'Hitler. Hermann Göring demande à Hitler, est-ce bien sûr que c'est annulé ? Et Hitler répond, non, 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 nous allons toujours en Pologne. C'est une feinte pour duper les Britanniques. Plus tôt dans la journée, Hitler avait proposé de soutenir l'Empire britannique à condition qu'il lui permette d'envahir la Pologne. Il est toujours convaincu qu'ils seront d'accord. Il n'a plus qu'à attendre leur réponse. Pendant qu'il attend, Hitler met l'Allemagne sur le pied de guerre. Le gouvernement nazi annonce à la population que la guerre est imminente et qu'il faut s'y préparer. Des canons anti-aériens sont installés sur les toits, les transports sont limités et l'Allemagne commence à rationner. À ce stade, le peuple allemand est plutôt résigné. Il y a très peu d'enthousiasme. En fait, beaucoup sont inquiets à la perspective d'une nouvelle guerre.
Dans les rues de Londres, les Britanniques sont tout aussi résignés. Mais il y a une différence. Il faut arrêter Hitler. Donc même s'ils n'aiment pas l'idée d'entrer en guerre, ils comprennent que c'est nécessaire. C'est une guerre que ni les Britanniques ni les Allemands ne souhaitent. Deux jours plus tard, il n'y a toujours pas de nouvelles de la Grande-Bretagne. Hitler est très tendu. Il a l'air épuisé et par moments il semble craquer. Il dit que si les Britanniques soutiennent la Pologne, il les détruira. Si les Britanniques interviennent, je construirai des sous-marins, des sous-marins, des sous-marins, des avions, des avions, des avions. Des phrases courtes et saccadées. S'ils nous refusent le beurre, je serai le premier à arrêter de manger du beurre. Du beurre, du beurre. On dirait qu'il a complètement perdu la tête. Mais il se reprend et donne l'ordre d'envahir la Pologne le 1er septembre. Et il n'a pas l'habitude de changer d'avis 2 fois de suite. À 17h ce jour-là, Neville Anderson arrive à Berlin avec des nouvelles de Londres. Hitler le reçoit à la chancellerie à 22h30. Anderson revient à Berlin et retrouve Hitler d'humeur polie et affable. Anderson lui dit « Nous avons parlé aux Polonais et ils ont accepté de négocier directement avec vous. Mais c'est vous qui allez devoir mener ces négociations. » La Grande-Bretagne pousse Hitler dans ses retranchements. Comment va-t-il s'en sortir ? Et Hitler voit immédiatement le piège. Il se rend compte que s'il ne tente pas au moins d'entamer ces négociations, il va être considéré comme un homme belliqueux, non seulement par les Alliés, mais aussi par son propre peuple. Hitler joue donc la montre. Il va réfléchir à l'offre de la Grande-Bretagne et donner sa réponse le lendemain. Plus tard dans la nuit, Hitler se confie à ses plus proches conseillers. Il est intéressant de noter que tous les membres de l'entourage d'Hitler ne sont pas de grands bellicistes. Et c'est Hermann Göring qui dit à Hitler « Vous savez, peut-être que nous n'avons pas besoin d'envahir. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'au bout. » Mais Hitler répond « J'ai été sur la corde raide toute ma vie. » C'est sa plus grande force. Il a joué encore et encore et il a toujours gagné. Il ne peut pas concevoir que sa chance puisse tourner. Il ne conçoit pas une autre façon d'opérer. Le soir suivant, Anderson retourne à la chancellerie. Cette fois, Hitler est d'une toute autre humeur. Hitler est de nouveau extrêmement agressif. Il déclare que la question polonaise doit être résolue immédiatement et qu'il ne se soumettra pas plus longtemps à ces provocations. Il est prêt à entamer des négociations, dit-il à Anderson. Mais seulement s'ils envoient un négociateur polonais dans les 24 heures. Il sait parfaitement que c'est impossible, tout comme Anderson. Anderson dit à Hitler que cela ressemble à un ultimatum. Mais Hitler exige qu'il transmette cette information au gouvernement britannique. Tout cela s'inscrit dans le grand plan d'Hitler. Il a délibérément agi comme s'il était prêt à entamer des négociations avec la Pologne, tout en s'assurant qu'elles n'auraient jamais lieu. Il pourra ainsi prétendre que les Polonais ont rejeté son offre de règlement pacifique. Dès le lendemain, les Britanniques déclinent la suggestion d'Hitler de faire venir un négociateur polonais dans les 24 heures. Hitler rencontre ses généraux et leur confirme que l'invasion débutera le 1er septembre. À moins d'un jour de l'invasion, Hitler ne semble plus pouvoir faire marche arrière.
Il va entrer en Pologne, il va reprendre le couloir de Danzig et rien ne l'arrêtera. Il va se lancer parce que c'est son destin, c'est le destin de l'Allemagne et il est le leader du peuple allemand. Le 1er septembre 1939, à 4h45 du matin, Hitler lance enfin sa grande offensive contre la Pologne. Aux premières heures du 1er septembre, le cuirassé Schleswig-Holstein ouvre le feu sur Danzig. Peu de temps après, l'invasion proprement dite commence. 1,5 million de soldats, des chars et des avions allemands franchissent la frontière pour ce qu'ils espèrent être une guerre éclair contre la Pologne. Alors même que ses troupes fauchent les soldats polonais, Hitler croit toujours que les Britanniques et les Français n'interviendront pas. Mais derrière des portes closes, ces derniers discutent fébrilement. Deux jours après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, Neville Anderson effectue une dernière visite à la chancellerie du Nouveau Reich. Il présente à Hitler l'ultimatum britannique. Il dit que si l'Allemagne ne retire pas ses troupes de Pologne dans les heures qui suivent, la Grande-Bretagne honorera ses obligations envers celle-ci et déclarera la guerre à l'Allemagne. Quand Hitler réalise qu'il a eu tort de croire que les Britanniques n'entreraient jamais en guerre, il est complètement sous le choc. Il reste assis. Et après un long moment de silence, il demande rageusement à ses conseillers « Et maintenant ?» Le 3 septembre 1939 à 11h du matin, soit 2 heures après la remise par Anderson de l'ultimatum britannique, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. La France en fait de même peu après. C'est la guerre dont Hitler a rêvé pendant des années. La conséquence inévitable de son désir d'agrandir le Reich allemand. Mais c'est une guerre qu'il commence à l'envers. Il s'est allié à son principal ennemi idéologique, l'Union soviétique. Il est en guerre avec les puissances occidentales dont il a toujours pensé qu'elles ne lui feraient jamais la guerre. Il est aussi très inquiet de la capacité de l'armée allemande à relever les défis qu'il s'est lancés. Donc, pour un très grand nombre de personnes en Allemagne, y compris des généraux et des commandants militaires de haut rang, c'est plutôt la route vers Armageddon que vers le Reich de Milan. Ne voulant pas et ne pouvant plus s'arrêter, Hitler a encore une fois provoqué le destin. Ses actions au cours des 18 derniers mois, depuis l'invasion de l'Autriche, ses mensonges, ses brimades, son agressivité ont conduit à ce moment. Adolf Hitler a plongé le monde dans l'abîme.